Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, tous les lundis et mercredis avec Anis Moraï de 8h à 8h30. Bonjour Anis. Bonjour Afef, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'RTCI. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Madame la ministre des Finances, Madame Lamia Boujneh Hazribi. Bonjour Madame et merci d'avoir accepté l'invitation de RTCI. Bonjour. Alors, à la sortie de Madame la Ministre, bonjour d'abord, donc soyez les bienvenus et merci d'avoir accepté cette invitation. La sortie de Madame Zribi est très attendue, vu la situation donc, des finances publiques dans le pays, et puis aussi donc, quelques controverses s'agissant du projet de loi de finances que nous avons donc lu dans les médias, que nous avons donc discuté un peu aussi par rapport à ce qui s'est propagé donc, dans les médias notamment. Donc aujourd'hui, avec Madame la Ministre, on va essayer de tirer tout ça au clair, que ce soit s'agissant des dispositions de loi de finances ou celles qui ont été déjà décidées, ou bien s'agissant de l'état des lieux donc, de nos finances publiques. Alors, Madame la Ministre, pour commencer, l'état des lieux des finances publiques tunisiennes, où en sont-elles ? Merci Anis. D'abord, merci pour cette invitation, pour peut-être mettre au clair certains aspects. Donc d'ailleurs, les finances publiques. Comme vous le savez, d'abord, les finances publiques, je vais mettre un peu le sujet dans le cadre, c'est le résultat d'abord de tout un cadre économique, de tout un résultat d'activité économique. Donc nous savons aujourd'hui que d'abord nous nous réjouissons que nous avançons à pas probants au niveau de la transition politique. Nous avons donc un gouvernement d'union nationale fraîchement instauré, mais qui s'est retrouvé avec beaucoup de dossiers en très peu de temps. Nous avons des patates chaudes. Voilà, oui, nous avons cette exigence de 15 octobre pour soumettre une loi de finances complémentaire et une loi de finances pour 2017 en très peu de temps. Donc nous avons des délais trop serrés. Et ce n'est pas tout à fait votre question, mais peut-être on va en avancer. Non, mais c'est très intéressant de mettre le sujet dans le cadre. Et en plus, d'autant plus que pour la préparation de la loi de finances 2017, personnellement, j'ai beaucoup veillé à ce qu'on ait une approche participative, c'est-à-dire qu'on se concerte avec les principales professions pour que l'on soit sur une même longueur d'onde avec ces différents corps de métier pour travailler d'abord en harmonie et par la suite pour ne pas avoir disons entre guillemets des surprises au niveau de la loi de finances. Donc c'est un cadre assez serré avec beaucoup de contraintes et avec beaucoup d'exigences. Ça nous l'avons compris. Alors vous avez évoqué la question de la loi de finances complémentaire. A priori, si on pense à instaurer avant la fin de l'année une loi de finances complémentaire, c'est qu'il y a un trou dans le budget de l'État. Et ce trou, d'après les estimations, il est à peu près de 2000 milliards. C'est bien ça. Si vous nous donnez un peu les raisons de ce trou-là, sachant que la loi de finances, à la base, c'est une loi prévisionnelle, c'est-à-dire c'est un acte d'autorisation, c'est un acte de prévision. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Très bien. Donc, d'abord, je dois terminer sur ta première question parce que la deuxième question est liée à la première. Oui. Donc, la situation économique aujourd'hui, comme nous le savons tous, est difficile, surtout au niveau de l'activité économique qui se reflète au niveau de la croissance du PIB. Donc, nous avons des secteurs qui connaissent beaucoup de difficultés aujourd'hui, le phosphate, le tourisme particulièrement, le secteur des transports. Donc cela se reflète sur la croissance du PIB, sur l'activité économique, d'une part. D'autre part, les investissements n'avancent pas au rythme escompté et surtout l'investissement privé. Donc pour l'investissement public, c'est le budget de l'État spécifiquement et il y a une dynamique à ce niveau. Mais c'est beaucoup plus l'investissement privé et les exportations aussi. C'est ce qui explique l'impact sur les équilibres financiers. Aussi bien donc la balance des paiements que le budget de l'État spécifiquement avec des contraintes encore plus importantes. Et comme vous l'avez précisé, nous avons un surplus de déficit par rapport à ce qui avait été initialement prévu en décembre 2015. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui au niveau des réalisations de la loi de finances 2016 avec un déficit supplémentaire, disons, entre 1800 et 2000
1000 millions de dinars qui est attribuable à plusieurs raisons. Donc recouvrement de recettes, j'imagine. Bon, il y a des recettes expliquées par, d'une part, la contraction de l'activité économique, parce qu'on avait travaillé sur un taux de croissance de 2,5 et on se retrouve maintenant avec un taux de croissance qui ne dépassera pas les 1,5% d'ici la fin de l'année. Et nous avons déjà évoqué l'année dernière, je me rappelle, lorsque on avait donc discuté de la loi de finances, que c'était trop optimiste de parler à 2,5. Ça aussi, c'est je dirais, un problème donc de certains politiques qui essaient donc de gonfler. Je ne parle pas de vous, mais de le gouvernement donc qui a précédé, de gonfler le taux de croissance pour se retrouver ensuite avec des colmatages au niveau des finances publiques. Tout à fait. Donc, parce que les 2000, c'est des déficits, c'est un excédent de déficit par rapport aux prévisions initiales. Donc, les ressources qui proviennent de la croissance, mais ce n'est pas uniquement ça. Malheureusement, il y a aussi tous les problèmes que connaissent les entreprises publiques et qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un cercle un peu difficile à gérer parce qu'il y a des entreprises qui ont des arriérés sur d'autres. Par exemple, l'État a des arriérés sur la STIR, sur la STEG, et par la suite, donc l'État ne verse pas sont dus à l'État. Bon, le problème spécifique, comme ça l'a dit, ça apparaît au niveau des compagnies de transport aujourd'hui qui ont beaucoup de problèmes et ça fait une boucle. Et finalement, l'ensemble de des revenus dus à l'État ne sont pas versés à l'État. C'est une enveloppe très conséquente de l'ordre de 800 millions de dinars au mois. Et en plus, il y a des dépenses qui n'étaient pas prévues par l'État, spécifiquement le versement à la CNRPS qui connaît des difficultés. Vous savez, les difficultés connaissent les caisses. Comme on le dit, une cagnotte d'au moins 300 millions de dinars en plus a été versée à la CNRPS pour payer les pensions et pour la CNAM également qui connaît des difficultés parce que la CNRPS ne lui verse pas ses dû. Donc on est vraiment dans une boucle qui n'est pas très... Et comment allez-vous financer ce trou de entre 1800 et 2000 milliards dans la loi de finances complémentaire? Oui, voilà. Donc, d'abord, nous avons identifié des sources. C'est le financement. Ça va être à travers de la dette. La réponse. Parce qu'on est déjà à 3 mois à la fin de l'année. Donc, c'est difficile de mettre en œuvre des mesures et d'avoir un impact direct. Donc, c'est le financement extérieur, aussi bien intérieur sur le marché financier à travers les bons de trésor. Et on l'a vu dans les chiffres aussi, la mobilisation de l'emprunt intérieur a été plus élevée que prévu. Au moins, on a mobilisé, on a fait des ponctions sur le marché financier d'au moins 1000 millions de dinars supplémentaires. Et c'est une éviction pour le secteur privé. Et c'est une contrainte pour le budget de l'État parce que les taux d'intérêt, en raison de la rareté des liquidités, les taux d'intérêt sont encore plus élevés. Et les finances extérieures, mais c'est un point très crucial parce que ces financements, malheureusement, comme vous le savez, restent tributaires de la finalisation du programme avec le Fonds monétaire international qui était en visite en Tunisie il y a quelques jours. Avant d'arriver au FMI, moi je voudrais vous poser la question de savoir si nous allons sortir sur les places internationales donc pour avoir un autre crédit, autre que celui donc du FMI. Parce que pour essayer d'expliquer à Rafef, donc à nos chers auditeurs et auditrices, que le taux du FMI, c'est un taux entre guillemets qui est bonifié, donc suite à des mesures que nous devons faire. Mais si nous sortons sur le marché international, donc avec une dégradation de notes souveraines qui est très importante pour la Tunisie, et bien là, donc on va être saigné, carrément saigné, parce qu'on parle même d'un taux de 7 et de 8%. D'abord la question, Madame la Ministre, est-ce qu'on va sortir sur les places internationales? Oui, c'est une très bonne question. D'abord, 2 réponses. La première réponse, c'est que la sortie a été prévue il y a déjà en 2015, parce que quand vous vous rappelez, quand on est sorti avec la garantie américaine, dans la convention qui a été signée par le gouvernement précédent et soumise à l'Assemblée, à l'ARP, l'une des conditions était que la Tunisie devait sortir sur les marchés financiers sans garantie, à une date sans dépasser le 15 janvier 2017. Donc c'est une condition que nous avons signée, je voudrais bien le préciser, c'est une condition qui a été signée lors de du gouvernement précédent et dans le cadre d'une convention soumise à l'Assemblée. D'une part, donc nous avons une contrainte légale, mais il y a également la contrainte financière, parce que si on ne finalise pas d'ici
d'ici quelques semaines, parce qu'il y a un process qui doit être mis en œuvre et qui demandera 2 mois en mois avec le FMI et avec les autres bailleurs de fonds, spécifiquement la Banque mondiale, la BAD, qui reste tributaire, l'Union européenne aussi, tributaire de la finalisation de cette revue avec le FMI. D'accord. Donc, comme on a beaucoup d'imprécisions... Tout est lié avec le FMI, finalement. Voilà, tout est lié au FMI. Et si on arrive à débourser, ça sera soit au mois de décembre, dans les meilleurs des cas, soit au mois de janvier ou février 2017. Donc, cette sortie sur le marché financier, je pense qu'elle est presque inéluctable, puisque d'abord, nous avons la contrainte légale, et d'autre part, nous avons un besoin de financement extérieur, et de toutes les manières, on aura besoin de financement pour le début de l'année, déjà le premier trimestre 2017. Pour démarrer, donc, ça peut être un assez bon matelas pour démarrer l'année, parce que en raison de la contraction des recettes en cette période de l'année. D'accord. Je reviens donc au FMI, et l'année dernière, vous avez rencontré donc une délégation du FMI. Vous allez nous parler un peu de ce que vous avez dit au FMI d'abord, et ensuite je voudrais clarifier avec vous une rumeur, quelque chose donc qui est sorti donc de cette que j'ai entendu. Le FMI bloquera toute partie de crédit à verser pour la Tunisie si la Tunisie augmentera les salaires. Est-ce que c'est vrai ? Je veux parler de tout le cadre. Je veux mettre cette question dans son cadre parce que nous sommes en train de discuter avec le FMI depuis l'année dernière sur un deuxième programme. Et donc, il y a eu une série de mesures, une série de réformes qu'on a convenues avec le FMI, et je veux le préciser, dans un cadre de coopération très dynamique. C'est-à-dire que toutes les réformes qu'on avait convenues en ce moment-là s'inséraient dans le cadre des priorités du pays. Donc, et c'est des contraintes du pays, parce que cette question de masse salariale, c'est une question qui est très importante pour nous, sur laquelle il faudra qu'on se penche. Parce qu'aujourd'hui, la masse salariale est arrivée et a atteint des niveaux qui ne sont plus, je suis désolée de le dire, supportables pour le budget de l'État. C'est 60% des fonds propres, c'est 14,5% du PIB. Donc, c'est des niveaux que le budget de l'État ne pourra plus supporter, ne pourra pas supporter pour l'année 2017, indépendamment du programme du FMI. Donc, c'est vraiment des contraintes pour le budget de l'État. Donc, la marge de manœuvre est aujourd'hui très réduite. Si on atteint un niveau de masse salariale de 15 milliards de dinars, avec une dépense pour la caisse de compensation et les dépenses du service de la dette, on aura une marge très réduite pour l'investissement dont on a besoin pour redynamiser l'activité économique dans le pays, qui est l'objectif de tout budget et ou de toute loi de finances complémentaire, et la dynamique de l'activité économique, parce que tout le reste, c'est des petites mesures pour vraiment résoudre un problème financier ponctuel. Mais l'objectif est de redynamiser l'activité économique à travers l'investissement, à travers l'emploi, à travers un cadre favorable d'affaires et d'investissement. Donc la marge de manœuvre sera très, très rétrécie, et les capacités du gouvernement et de l'État à faire face à ces engagements de salaire seront très réduites en 2017. Je rappelle juste que vous parlez de 15 milliards de dinars, c'est-à-dire donc les 13,5 milliards actuels auxquels on ajoutera donc les 1,6 milliards de dinars d'augmentation pour 2017. Prévu dans le cadre des conventions signées avec l'Union générale des travailleurs l'année dernière, avec l'UGTT, dans le cadre avec le gouvernement précédent, 2 grandes conventions, une convention globale et une convention spécifique généralisée, et dans la valeur avoisine les 1000 millions de dinars. D'accord. Alors, on va essayer maintenant d'aller dans les dispositions du projet de loi de finances, Madame la Ministre. Alors, l'économie, on l'avait compris, plus de recettes, moins de dépenses, avec des coupes budgétaires qui vont concerner donc les principaux, je dirais, établissements publics. Mais je veux rester sur donc les recettes de l'État, et je vais commencer avec les impôts directs. Alors, pour les impôts directs, nous savons que la première contribution pour les ressources propres de l'État, c'est l'impôt sur le revenu. Or, cet impôt sur le revenu, semble-t-il, va subir une augmentation donc de barème. Donc, vous allez nous expliquer un peu si c'est vrai, cette augmentation-là. Ensuite, on va parler de la contribution exceptionnelle donc, que vous souhaitez insérer dans la loi de finances.
Donc, très bien. Donc, il y a d'abord cette question de barème. Il y a d'abord quelques éclaircissements à donner à ce niveau. Donc, c'est l'une des... c'est l'un des axes ou c'est l'une des mesures, parmi les premières mesures que l'on devra inclure dans cette loi de finances, d'abord pour deux raisons. La première raison, c'est une réforme qui a été intégrée dans le cadre de la réforme de la fiscalité. La révision donc du barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, d'une part. Et d'autre part, c'est une action que l'on voudra intégrer dans la loi de finances pour un peu contrebalancer le fait que les salariés, le report de l'augmentation salariale n'affectera pas directement. C'était des attentes des salariés de bénéficier de 2 augmentations salariales. Et maintenant, si on les reporte pour des raisons de contraintes budgétaires, pour contrebalancer ce report-là, on va mettre en œuvre cet aménagement du barème. Pourquoi ? Parce que cet aménagement-là, on l'a prévu, va avoir deux actions. La première action, c'est le fait de généraliser l'exonération de la partie de salaire entre 0 et 5 000 dinars, du fait que la loi de finances 2014 avait exempté les salaires entre 0 et 50. Donc, généraliser cette partie nous donnera un coût budgétaire très, très important. Et l'aménagement, parce que c'est pour ça, on aura un impact sur le budget. Cette mesure aura un impact sur le budget. Bien sûr, il y aura moins de recettes, il y aura moins de recettes, c'est-à-dire qu'il y a une charge à supporter par le budget. Pourquoi ? Parce que le fait de mettre en œuvre ce barème, c'est un coût pour le budget. Parce que, à partir d'un certain niveau, il y a beaucoup d'hypothèses. On a fait, le ministère des Finances a travaillé sur les 3 dernières qu'on a retenues. Mais sur les 2 années, les experts du ministère m'ont dit qu'ils ont travaillé sur 100 scénarios. 100 scénarios. Une centaine de scénarios pour retenir 3. Parce que finalement, à partir d'une certaine tranche, entre 1300 et 1400 dinars net le mois, la couche dans les salaires seront en deçà de cette tranche, verront leur salaire augmenté en vertu de ce barème-là. Parce que vous avez exonéré la couche. Il y a l'exonération et il y a donc le changement de taux et le changement d'assiette. D'accord. Donc, les tranches. On est parti d'un nombre de tranches plus larges. Donc, ce changement au niveau des tranches et ce changement au niveau des taux fait en sorte que les salaires qui seront en deçà d'un niveau entre 1300 et 1400 dinars bénéficieront d'une augmentation. Et ceux qui seront en deçà verront leur salaire baisser, mais d'une manière très progressive. C'est-à-dire la première baisse sera de 1 dinar par mois. Jusqu'à 2 dinars, 3 dinars pour arriver à 20-30 dinars. Donc c'est une baisse aussi très progressive. Un dinar, mais avec des salaires qui sont conséquents, on va dire. Un dinar par mois, ce n'est pas vraiment je pense, une contrainte sur un salarié d'au-delà de 1500. C'est-à-dire pour contrebalancer, d'abord pour travailler sur cette réforme de la fiscalité. C'est pour plus d'équité fiscale, finalement. Plus d'équité et pour contrebalancer le fait que l'on reporte les augmentations salariales. Donc, c'est l'une des réformes qui sera normalement intégrée dans la loi de finances 2017. Mais ça dépendra, bien sûr, de nos négociations avec les partenaires sociaux. Avec les partenaires sociaux. Alors, une deuxième contribution exceptionnelle au budget de l'État serait, je parle conditionnel, vous allez le confirmer ou l'infirmer, donc serait insérée dans le projet de loi de finances. Nous avons connu donc pendant 3 ans, en 2012, c'est 1% donc pour les salariés, je veux dire, donc, qui ont un salaire de 1700 dinars. Est-ce que vous allez dans ce sens-là ? Quels seront aussi donc le taux, est-ce que c'est 1%, et la durée de cette mesure exceptionnelle ? Donc, très bien. Donc, au jour d'aujourd'hui, cette contribution exceptionnelle, je dis bien exceptionnelle, se limitera à l'impôt sur les sociétés. Donc, à l'IS, aux entreprises, d'un taux additionnel de 7,5%. Donc, c'est les entreprises dans le cadre du fait que l'on est dans la finance FUNEP opté pour un partage des donc, ça ne sera pas l'impôt sur le revenu, Madame la Ministre. Donc, ce ne sera pas jusqu'à aujourd'hui, c'est l'impôt sur les sociétés. Ah, d'accord. Dans la version que nous avons. Mais bien sûr, dans nos discussions, par la suite, si on aura un besoin
encore plus important de recettes, parce que même le report, je voudrais bien le préciser, que même le report des augmentations salariales nous laissera un besoin supplémentaire de recettes. Donc, dans le cadrage aujourd'hui du budget de l'État, on n'a pas prévu d'étendre cette contribution aux salariés, qui était prévue de 1%. Dans les premières versions qui avaient circulé, que vous avez regardées dans les mass médias. Donc c'est un scoop. Hein. Oui, les premières versions avaient comporté ça. Mais aujourd'hui, cette contribution se limitera à l'impôt sur les sociétés, sur le chiffre d'affaires, sur les bénéfices plutôt. Donc, alors, les bénéfices, là, vous me donnez la perche pour parler de l'impôt sur les sociétés. Donc, à part cette mesure donc, de 7,5%, il n'y aura pas donc un changement au niveau de l'impôt sur les sociétés, ni au niveau du taux, ni au niveau de la taxation des dividendes. Non, au contraire, parce que dans la loi de finances complémentaire, dans la réforme de la fiscalité, la tendance est vers la baisse des taux, mais à partir de 2018-2019. Donc, au niveau des taux, au contraire, les taux sont maintenus. C'est une contribution spécifique, exceptionnelle, dans le cadre de la solidarité, dans le cadre du partage de cet effort de solidarité. Toutes les entreprises. Oui, même celles exonérées. Donc, on a prévu toutes les entreprises. Donc, pour supporter ce fardeau de charges budgétaires supplémentaires, de déficit budgétaire supplémentaire, pour que toutes les parties prenantes dans le pays, la communauté des affaires participe à cet effort, à cet élan de solidarité. Donc, c'est un effort annuel, donc c'est une charge annuelle juste pour drainer des ressources supplémentaires pour le budget de l'État dans ce cadre de cette solidarité, donc de renflouer les caisses de l'État. Allons parler, si vous voulez, donc des impôts indirects, donc, et notamment la TVA. Il semblerait que l'assiette sera élargie et que des taux vont changer pour plus de taxation. Nous savons qu'en matière de TVA, il y a 4 taux. Le taux de droit commun qui est de 18%, 3 taux plutôt, le taux donc de droit commun qui est de 18%, le taux de 10% et le taux donc minoré de 6%. Et le taux des euros, donc vous pouvez dire 4. Voilà, et le taux, voilà. Les exonérations. Alors, justement, l'exonération, est-ce que l'assiette va être élargie? Est-ce que des taux vont augmenter? Donc, l'assiette va être élargie. Donc, les taux, certains vont être augmentés, d'autres vont être baissés. Donc, dans ce cadre-là. Donc, c'est toujours dans le cadre d'une équité fiscale qui est recherchée. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exonérations et même sur ce que nous avons, ce que le ministère a travaillé dans le cadre de la réforme de la fiscalité et même par rapport au benchmarking international, les exonérations ne font que des distorsions. Parfois, des entreprises viennent au ministère des Finances et exigent qu'elles aient à payer la TVA. Pourquoi? Parce que cela leur permet d'être restituées sur leurs achats. Oui, tout à fait. Sinon, parfois, des entreprises sont grévées parce que elles sont exonérées de la TVA. Parce qu'elles ne peuvent rien restituer du fait qu'elles ne paient pas de TVA sur leurs achats et autres. Donc, dans le cadre de cette réforme, il y a un élargissement. Donc, la réforme porte sur un élargissement de l'assiette de la TVA, intégrer des produits qui étaient exonérés. Bon, je voudrais insister que toute la série des produits de base, de consommation de base, ne seront pas touchés. Ils resteront exonérés dans le cadre de la loi de finances. Parler des produits de consommation, tous les produits subventionnés, compensés, ne seront pas affectés par cet élargissement de la TVA, par cette augmentation du taux vers le taux de 6%. Bon, il y a certains produits, disons, il y a quelques médicaments qui sont importés plutôt, donc qui n'ont pas leurs similaires produits localement. Donc, il y a certains produits qui ne sont pas de grande consommation. Pour les professions libérales, est-ce qu'il y aura une augmentation de TVA? Pour les professions libérales, nous sommes en train de discuter ce point. Pourquoi? Parce qu'on va travailler en plus de l'élargissement des taux, la réduction du nombre de taux, l'élimination du taux de 12. Donc, garder le taux de 6, 18. Donc, les produits et les services qui sont aujourd'hui... Et 12, excusez-moi. Donc, le 12 devra
donc le taux de dose devra balancer soit dans le 6, soit dans les 18. D'accord. C'est l'objet de la réforme de la fiscalité. Mais on va le faire progressivement, c'est-à-dire qu'on va normalement, après dans le cadre de nos discussions, on a pensé à garder certains produits au taux de dose, spécifiquement les hydrocarbures. Parce que c'est des produits dont la base fiscale est très importante. Donc, l'impact, soit qu'il est important sur le budget de l'État si on les ramène à 12, si on les ramène à 6, et si on les ramène à 18, cela peut grever la compétitivité des entreprises parce que ça va renchérir les produits énergétiques. Donc, certains produits, spécifiquement les hydrocarbures, on va les maintenir probablement au niveau de 12% en termes de TVA. Donc, on ne va pas, cette année, dans le cadre de réduire d'une manière définitive tous les produits, tout le nombre de taux de TVA à 2 uniquement, ou à 3, à 2, c'est-à-dire les 6 et les 18, mais progressivement, on va le faire. Donc, les professions libérales et autres devront leur taux varier. D'accord. Alors, la taxe sur la circulation, donc les 25%, nous avons entendu dans un premier temps que cette taxe-là va augmenter de 25% pour toutes les voitures. Ensuite, on a parlé des voitures diesel. Qu'en est-il de cette taxe-là, de son augmentation? Donc, l'augmentation est prévue. Il faut préciser que c'est une taxe qui n'a pas varié depuis un certain nombre d'années. Donc, on est en train de réfléchir, franchement. Donc, elle sera de l'ordre de 25% globalement, mais on est en train de réfléchir. Sur toutes les voitures ou les voitures diesel? Voilà, c'est ça. C'est ça le point de réflexion aujourd'hui. Parce que si on parle de voitures diesel, ça va alourdir encore plus donc l'activité économique. Normalement, ça ne touchera pas les voitures. Mais je ne veux pas me prononcer sur des choses. Vous êtes sur des scénarios encore, vous êtes sur des scénarios. Lesquels on est en train de discuter encore. D'accord. Il y a une autre mesure qui concerne donc la taxe de circulation, c'est le fait de pouvoir l'obtenir lorsque uniquement donc la personne aura payé ses contraventions. Est-ce que c'est vrai? Ça sera l'idéal. Ça serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Donc aujourd'hui, la question ne se pose pas, mais ça sera l'idéal. D'accord. On voudrait bien que toutes les contraventions soient payées sans que l'on passe par cette épée de Damoclès. Comme on dire. Un sentiment de patriotisme et de civisme, donc, et de s'acquitter de ces arriérés. Malheureusement, le temps nous devance et j'ai encore beaucoup de questions. Donc, Madame la Ministre, je vais vous solliciter pour revenir une autre fois pour discuter de ça. Mais j'ai quand même quelques autres questions. Le circuit informel, la lutte contre la contrebande. Je vais parler du changement des billets de banque qui a été évoqué par certains experts et qui aujourd'hui pourrait donc essayer de drainer des sommes très importantes qui sont dans l'informel pour donc au moins connaître la traçabilité avec de nouvelles donc billets de banque. Est-ce que vous allez dans cette logique de changement de billets de banque? C'est une question qui a été, comme vous l'avez vu, très débattue par les experts. Je veux bien les préciser, par les experts. Au niveau du gouvernement, je voudrais peut-être dire, d'une manière franche, que cette question n'a pas été évoquée d'une manière, disons, formelle. Mais en regardant un peu ce que disent les différents experts, est-ce que je peux penser d'une manière, est-ce que je l'ai dit, donc à un certain moment quand on m'avait posé cette question, qu'il y a du positif et du négatif dans cette mesure-là. Donc c'est une mesure qui devra être, c'est l'une des mesures qui peut être très positive si elle est réalisée d'une manière très scientifique, très pertinente, parce que c'est l'une des manières pertinentes de drainer le secteur informel pas dans le fait mais au moins les billets de banque qui circulent d'une manière informelle, qui ne transitent pas par le secteur bancaire. Ça ne peut être qu'une mesure efficace. Mais baisser surtout donc la pression sur la Banque centrale. Toutes les mesures d'accompagnement soient bien étudiées parce que, comme je l'ai dit, il y a un impact, il y a un coût et il y a des avantages et il y a des inconvénients. Il faut regarder la question dans son acceptation totale. Mais c'est un moyen qui peut être
très efficace de ramener les billets de banque dans les coffres des banques et de la Banque centrale. Est-ce qu'il y a une augmentation au niveau de la taxation de l'électricité, de ces services donc offerts par l'État ? Oui, c'est une question très importante. Donc, sur les produits de base, disons de première nécessité, qui sont aujourd'hui sous le couvert de la caisse de compensation, il n'y a pas d'augmentation prévue dans ce qu'on a. Pour l'électricité, et je voudrais, parce que j'ai fait quelques déclarations et j'ai entendu un peu même vos informations ce matin, ce n'est pas ce que j'ai dit aux médias. Alors, vous allez clarifier ici. Je vais clarifier les choses. Voilà. Et vous-même, vous l'avez évoqué dans les informations de... RTCI, vous voulez dire Oui, RTCI. Oui, RTCI, voilà. Dans les news informations d'RTCI, de ce matin. D'abord, cette augmentation de l'électricité ne sera pas mentionnée dans la loi de finances. Ce n'est pas le cadre qui évoque ce genre d'augmentation. Le deuxième point, c'est une augmentation qui avait été annoncée depuis l'année 2015 par le ministère de l'Énergie qui avait prévu, parce qu'ils ont un calendrier d'augmentation qui peuvent s'étaler sur 4-5 ans, hein, parce qu'il y a des scénarios aussi sur lesquels ils travaillent. Et l'un des scénarios, pour un peu remédier au grand problème que connaissent les entreprises publiques aujourd'hui, l'un des scénarios est de prévoir cette augmentation de l'électricité. Donc c'est une action qui a été prévue par l'ancien gouvernement depuis l'année 2015. D'accord. De combien à peu près ? Peut-être que l'une, je ne sais pas, je sais peut-être... je ne vais plus me prononcer sur des taux qui peuvent par la suite être... parce qu'il y a plusieurs médias qui ont repris cela. Ce n'est pas une décision qui fera l'objet de la loi de finances complémentaire. C'est une décision qui est concertée, bien sûr. D'abord, pour tenir compte, d'une part, du pouvoir d'achat des populations. C'est pour ça qu'elle a été reportée à plusieurs reprises, en dépit des difficultés que connaissent les entreprises à ce niveau, et de la charge supplémentaire pour le budget de l'État. Donc, c'est un élément, il y a tout un échéancier qui présenté avec le ministère de l'Énergie qui a prévu cela. Et il faut aujourd'hui, au niveau de l'électricité, oui, mais pour les hydrocarbures, il faut aussi penser à cette application automatique, d'ajustement automatique qui a été déjà faite et sur lesquelles, et ce qui sera adopté pour les prochains échéanciers prévus. C'est-à-dire, dès qu'il y a une baisse au niveau des prix internationaux du baril, cela sera répercuté sur les prix à la pompe. Et s'il y a une augmentation, la même chose. Donc l'électricité, c'est un point qui a été prévu en 2015. Et ce n'est pas une nouvelle mesure qui a été prise dans la loi de finances complémentaire. Dans la loi de finances de 2017, pas du tout. D'accord. Alors, ma dernière question concernera les hydrocarbures, puisque vous en parlez. Dernièrement, donc, une réunion internationale a eu lieu à l'OPEP, et on a demandé à certains pays, notamment l'Algérie, donc, de baisser son quota afin de faire augmenter un peu le baril. Donc, ma première question, vos prévisions pour la loi de finances 2017, le projet de loi de finances 2017 se basera sur quel prix du baril d'un, et est-ce que ça vous arrive de dormir lorsque vous pensez que le prix du baril va augmenter éventuellement ? Bon, donc au niveau de l'OPEC, donc il y a eu une série de tractations, une série de négociations pour augmenter pour réduire donc le quota de production pour que les prix augmentent d'un certain niveau. Donc ça a été discuté au niveau de l'OPEC. On va voir. Let's see, est-ce qu'on va aboutir dans les jours qui viennent. Mais c'est vrai que les prix, on a bénéficié un peu de cette baisse des prix des hydrocarbures qui a affecté positivement les subventions à la caisse de compensation de l'État. Mais il ne faut pas oublier que l'impact n'est pas strictement positif sur le budget de l'État. Parce que les rentrées au titre des entreprises pétrolières baissent quand les prix des hydrocarbures baissent. Donc, il faut le regarder le positif et le négatif. Donc, l'impact n'est pas
tout à fait positif. Il D'accord. impacte également les revenus. Et d'ailleurs, le budget de l'État a été affecté cette année par la baisse des revenus aussi, au titre des hydrocarbures, liée à la baisse des prix, mais aussi liée à la baisse de la production. Parce que, comme on le sait, Tout à fait. il y a une baisse de la production constatée au niveau du pays. Merci, Madame la Merci Ministre. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci d'avoir accepté l'invitation de RTCI, Madame.